Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Who Got Next. Comme vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux, dans la nuit de lundi à mardi a eu lieu la draft WNBA qui marque le lancement de la nouvelle saison puisque contrairement à leurs homologues masculins, tout s'enchaîne très vite en W. La draft a donc lieu une semaine seulement après la finale de la March Madness et un mois avant le début de la saison régulière. S'il n'y avait pas trop de surprises pour le premier choix, on en a eu au fur et à mesure que la nuit avançait. Et c'est donc pour ça que cette semaine, on va revenir sur les tops et les flops de cette draft WNBA 2025. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et à me dire dans les commentaires quelle joueuse vous avez hâte de voir fouler les parquets de la WNBA. Et avant de passer sur la draft, on revient sur les actualités de la semaine dans les news. Pas grand chose à se mettre sous la dent en termes d'actualité cette semaine. Quelques rumeurs de signature dans certains clubs européens, mais rien d'officiel pour le moment. On en reparlera donc une fois les accords validés. Et la première grosse actualité de la semaine, elle nous vient de Turquie. Et si on a l'habitude que ce soit Mersin qui change de coach comme de chemise, cette fois-ci c'est le Fenerbahçe qui a remercié Valérie Garnier la veille du premier match de la finale du championnat turc. Si on pouvait s'en douter au vu des résultats du Fener cette saison et de la déroute lors du Final Six, le timing reste tout de même surprenant. Mais comme Mersin, le Fener ne perd pas de temps et a envie de résultats immédiatement, c'est pourquoi dans la foulée de l'annonce du départ de Valérie Garnier, le club a annoncé l'arrivée de Miguel Mendes, actuel sélectionneur de l'équipe espagnole féminine et qui n'a plus coaché en club depuis 2022 et son passage à la Virtus Bologne. Et on voit déjà le changement puisque le Fener mène 2-0 en finale contre Mersin, avec un jeu qui passe beaucoup plus par Emma Messman que Miguel Mendes connaît très bien, une chose qui a énormément manqué au Fener cette saison. Attention tout de même à ne pas s'emballer, c'est un électrochoc pour tout le monde, et si Miguel Mendes arrive en Turquie avec un CV bien rempli, il y a toutefois quelques limites à son coaching. On l'a d'ailleurs vu ces dernières années avec l'Espagne, bien que finaliste de l'Euro 2023, il a totalement lâché la finale à cause de rotations calamiteuses dans le dernier quart-temps. Mais au vu de ce que nous a montré Valérie Garnier sur son passage en Turquie, ça ne pourra franchement pas être pire. La deuxième grosse actualité de la semaine, c'est l'annonce d'une liste élargie de 25 joueuses pour l'équipe de France féminine en vue de l'Euro cet été. Je ne vais évidemment pas vous énumérer les 25 noms, sinon la vidéo durerait 4h30, mais on reviendra sur l'équipe de France en détail dans la vidéo de la semaine prochaine, donc n'oubliez pas d'activer la cloche si c'est toujours pas fait pour ne pas rater la vidéo. Avant de démarrer, je tenais à vous rappeler encore une fois que lors de ce type de vidéo, le classement et les notations sont purement subjectives. Pour celle-ci, on va revenir équipe par équipe sur les choix qui ont été effectués en prenant en compte le fit entre la joueuse sélectionnée et l'équipe, le talent intrinsèque de la joueuse et son potentiel, mais aussi les joueuses qui étaient encore disponibles au moment où ils ont fait ce pic. Et on démarre tout de suite par une équipe que je considère comme non notée. Je parle du New York Liberty, qui avait le dernier choix de la draft et qui a décidé de jeter son dévolu sur Adja Khan, la joueuse de Landerneau qu'on ne verra sûrement pas en WNBA cette saison, voire même dans le futur. Difficile donc de noter New York sur ce move puisqu'ils l'ont certainement fait pour garder les droits de la joueuse, mais l'effectif des champions en titre est tellement fourni qu'on voit mal Adja Khan arriver dans un futur proche. Car au-delà du trio Jonquel Jones, Brianna Stewart et Nyara Sabali, le Liberty a aussi les droits de Raquel Carrera, l'intérieur espagnol qui n'a pour l'instant jamais joué en WNBA, mais qui semble à l'heure actuelle bien plus prête qu'Adja Khan. Passons maintenant à la franchise qui, selon moi, a réalisé la pire draft cette année. Je parle des Los Angeles Sparks, avec 3 pics de draft cette année et une équipe qui semble bien plus compétitive que l'an dernier avec l'arrivée de Kelsey Plum et le retour proche de Cameron Brink. Je m'attendais à bien mieux de la part des Sparks. Avec leur choix de premier tour, elles se sont dirigées vers Sarah Ashley Barker, la joueuse d'Alabama. L'arrière surfe sur une très belle March Madness, dont une dernière performance à 45 points en overtime, qui a fait monter sa cote en flèche dans les mock drafts. Malgré tout, on ne l'attendait pas aussi haut, et même si elle pourra remplir quelques missions étant une très bonne shooteuse du côté de Los Angeles, on s'attendait à un tout autre pic avec le choix 9, puisque de nombreuses joueuses qui collaient selon moi beaucoup mieux à l'effectif étaient encore disponibles. Sur les tours suivants, Los Angeles s'est dirigé vers Sania Fegin de South Carolina et Leah King de Notre-Dame, deux joueuses avec de vraies qualités de rebond, mais qui se retrouvent sur des postes déjà très bouchés dans la Cité des Anges.
La grossesse de Dearica Humby a dû modifier un peu les plans de Los Angeles au moment de la draft, et on imagine pourquoi pas Sarah Fegin décrocher un spot dans le roster. Pour Leah King, ça va être beaucoup plus compliqué, déjà plus petite et sans aucun tir à 3 points. On la voit mal rejoindre l'effectif rapidement, un effectif qui compte d'ailleurs 147 pivots dans la rotation. Non, je déconne, mais on n'est pas très loin, puisqu'avec Mercedes Russell, Cameron Brink qui va revenir, Azura Stevens, mais aussi Maria Klundikova, et des intérieurs plus mobiles comme Emma Cannon qu'on a aperçu à Polkovice cette saison, ou Rickea Jackson capable de dépanner sur le poste 4 sur certaines séquences, on voit mal les intérieurs rookies se faire une vraie place dans la rotation. C'est donc pour toutes ces raisons que j'ai attribué à LA la note de D+. Pour la prochaine équipe, on reste du côté de la Californie, un peu plus au nord cette fois-ci, et on part du côté de Golden State, puisque la nouvelle équipe des Valkyries, pour la première draft de son histoire, nous a fortement surpris dans ses choix. Comme le veut la règle en WNBA, une franchise d'expansion bénéficie du 5e choix de la draft dans cette année-là. Et avec ce 5e choix, Golden State a choisi Yuste Yosite, la joueuse de Lasvel, qu'on a l'habitude de voir sur le circuit pro européen depuis quelques années déjà. Un choix qui pose vraiment question au vu des joueuses encore disponibles à ce moment-là de la draft. Et j'ai du mal à l'heure actuelle à voir Yosite avoir un réel impact dans une franchise WNBA dans l'immédiat. En 17e choix, une deuxième surprise du côté de Golden State, puisque la joueuse a énormément chuté le soir de la draft alors qu'elle était annoncée au premier tour. Il s'agit de Cheyenne Sellers, la joueuse de Maryland, une grande garde avec une excellente qualité de passe, capable de tirer de loin, tournant même à 40% lors de sa dernière saison à l'université, et qui peut, à mon sens, apporter assez rapidement dans une équipe en W si ses genoux la laissent tranquille. Le dernier choix pour Golden State, c'est Caitlin Chen au 3e tour, un pic pas vraiment surprenant tant on connaît l'estime qu'a la nouvelle coach de Golden State pour la joueuse de UConn. Et si j'ai un peu de mal à voir Caitlin Chen faire le roster cette année, on peut quand même se poser la question vu la pléthore de joueuses européennes qui seront concernées par l'Euro dans l'effectif du Valkyrie. Une draft extrêmement surprenante donc pour la nouvelle franchise de Golden State. Et si je les ai classées si bas, ce n'est pas forcément pour le talent des joueuses, puisque le potentiel de Yosite reste assez élevé, même si on ne va pas se le cacher, on a un peu l'impression qu'elle stagne depuis quelques saisons. C'est parfois l'inconvénient quand on commence si tôt en pro, on le rappelle, elle a joué son premier match pro à 13 ans, et sa trajectoire peut nous rappeler un petit peu celle de Ricky Rubio du côté de l'Espagne. Le pic peut donc faire sens si Golden State croit vraiment en son potentiel, mais ici j'ai aussi pris la dimension marketing, puisque Golden State, nouvelle franchise, va avoir besoin de vendre des tickets, de vendre des maillots et de remplir sa salle, et il y avait au 5e choix des joueuses beaucoup plus à même de répondre à ces critères que Yuste Yosite. Et si la franchise a l'air de compter sur elle, la joueuse a tout de même tenu à rappeler que son équipe nationale resterait quoi qu'il arrive la priorité, de quoi refroidir certains fans quant à sa venue potentielle dès cet été. C'est donc pour toutes ces raisons que j'ai décidé d'attribuer la note de C- aux Golden State Valkyries. On part de l'autre côté des États-Unis, direction la capitale, puisqu'on va parler des Washington Mystics, qui possédaient 3 pics au premier tour et 5 pics au total dans cette draft. Ces derniers mois, Washington avait en effet effectué quelques trades pour récupérer des pics au vu de la profondeur de la draft de cette année. Malheureusement, les désistements de joueuses comme Olivia Miles ou Azzi Fudd a un peu bousculé les plans. Pour une équipe qui a appuyé sur le bouton rouge de la reconstruction, on pouvait s'attendre à bien mieux concernant ses choix de draft, et j'ai vraiment du mal à comprendre la stratégie de Washington sur le court comme le long terme. En effet, avec le 3e choix de la draft, les Mystics ont sélectionné Sonia Citron de Notre-Dame, un choix évident tant elle semble la joueuse la plus prête derrière Paige Bakers à avoir un impact immédiat dans une franchise W. Malgré tout, attention, puisqu'on a l'impression d'avoir déjà vu le plafond de Sonia Citron, et on a du mal à la voir vraiment exploser dans les années à venir. C'est une joueuse plug and play, capable de tirer de loin et de défendre très fort, une joueuse parfaite de complément, mais qui ne va pas changer le visage d'une franchise. Sa cote a d'ailleurs énormément monté dans les dernières semaines après les désistements de certaines joueuses, mais elle était annoncée plus bas dans les mock drafts du premier tour. Washington avait 2 pics à la suite, puisqu'avec le 4e, ils ont choisi Kiki Eriafen, l'intérieur de USC, un choix qui franchement ne m'emballe pas du tout. Avec Alia Edwards déjà dans l'effectif qui mérite de prendre plus de 30 minutes de temps de jeu par match, je vois mal les raisons du choix de Kiki Eriafen, surtout au vu des limites de la joueuse. Car on l'a vu sur tout son passage universitaire, Kiki est incapable de jouer sur un poste 5 et est une véritable poste 4. Et si elle a quelques qualités défensives au large, c'est vraiment une passoire en défense à l'intérieur. Et donc face à des joueuses comme Nafisa Collier ou Brianna Stewart qui jouent sur ce poste, elle va se faire désosser. De plus, si elle peut apporter un petit peu offensivement, on a du mal à vraiment la voir performer en WNBA, surtout sur les premières années. Et pour son 3e choix du premier tour, en 6e pick,
Washington a décidé de jeter son dévolu sur Georgia Moore, la meneuse de Kentucky, un choix qui, encore une fois, ne m'emballe vraiment pas. La meneuse de petite taille est une joueuse ball dominante qui a besoin du ballon pour exister, mais qui a une efficacité très douteuse. Alors bien sûr, elle est bourrée de talent, mais on ne l'a jamais encore vue dans un système où ce n'est pas elle qui initie tout pour son équipe. Donc oui, elle va faire des highlights pour les Mystics, elle risque de mettre des points, mais avec des pourcentages calamiteux, et surtout, elle va se faire exploiter défensivement. Il y avait donc selon moi beaucoup mieux à faire sur les pics 4 et 6. Et sur les pics des tours suivants, Washington a décidé de partir sur Lucy Olsen, la joueuse d'Iowa, ancienne de Villanova, et sur Zay Green, la meneuse d'Alabama. Et si on a du mal à voir Zay Green faire le roster, on peut pourquoi pas envisager que Lucy Olsen fasse les 12. Une draft très décevante donc selon moi pour une équipe qui possédait 3 pics au premier tour et qui a laissé filer des joueuses de très grand talent. Alors oui je sais, mon avis est entièrement en contradiction avec ce que vous pouvez lire des insiders US, mais que voulez-vous, je suis pas emballé. Et c'est donc pour ça que j'ai mis aux Mystics la note 2C sur cette draft. On continue avec les finalistes malheureuses de la saison passée, je parle du Minnesota Lynx. L'effectif est déjà archi complet et on voyait mal ce qu'elle pouvait faire durant cette draft. Et on a tout de suite compris que l'objectif n'était pas d'amener des joueuses pour la saison prochaine avec le trade du pick 11 le jour même de la draft. Minnesota avait donc 3 choix cette année et avec le 15e pick, elles ont sélectionné Anastasia Kossou, la joueuse russe qui a débuté en pro à l'âge de 15 ans et qui joue depuis à Ekaterinbourg. La joueuse ne viendra sûrement pas en WNBA dans un futur proche, et j'ai même du mal à la voir un jour rejoindre la Grande Ligue. Même chose pour Dalaya Daniels, la joueuse de Washington. Je vais pas vous mentir, c'est pas une joueuse que j'ai énormément vu jouer, donc mon avis va être très succinct sur elle. C'est une joueuse qui a de très bons appuis au poste bas, capable de prendre des rebonds, mais qui est assez inefficace dès qu'on s'écarte un petit peu du cercle. De ce fait, et vu l'effectif de Minnesota, on a du mal à l'imaginer dans la ligue. Et au 37e choix, Minnesota a pour moi fait l'un des styles de cette draft en sélectionnant Aubrey Griffin, la joueuse de Yukon. Bien que pas totalement remise de certaines blessures, Aubrey a eu un rôle majeur dans la course au titre de Yukon cette saison, et rien que d'imaginer le potentiel défensif qu'elle peut avoir entourée de joueurs comme Alana Smith, Nafisa Collier et Kayla McBride, franchement, ça fait froid dans le dos. De par son côté athlétique, sa faculté à aller au rebond et une très bonne qualité de passe, Aubrey pourrait très bien devenir une bonne joueuse de rotation en WNBA. Malgré tout, à cause de ses blessures, c'est dur de l'imaginer tout de suite dans l'effectif et il n'est pas impossible que Minnesota l'envoie jouer à l'étranger cette saison pour la laisser progresser tranquillement. Un peu de la même manière que New York donc, difficile donc de noter Minnesota. Les pics ne sont pas mauvais, mais l'effectif est tellement complet qu'on savait quoi qu'il arrive que les choix ne rejoindraient sûrement pas l'effectif cette année. C'est donc pour ça que je ne leur ai donné que la note de C+. On part maintenant du côté de Vegas et on va passer assez vite sur cette équipe puisqu'elle n'avait que 2 choix de draft, le pick numéro 13 et le 35. Et avec le pick 13, elles ont sélectionné Ali Anai d'Alabama, une joueuse qui, pourquoi pas, pourra faire le roster tant elle répond à des besoins pour cette équipe de Vegas. Excellente shooteuse, elle tourne à 45% sur son année senior à Alabama au tir à 3 points sur un très gros volume. Avec le départ de joueuses de rotation comme Kate Martin ou Tiffany Hayes, Aliana pourrait pourquoi pas rentrer dans la rotation de Becky Hammon. Sa présence seule sur le terrain pourrait permettre de libérer des espaces à Joelle Lloyd ou Aja Wilson, étant donné que c'est une shooteuse très menaçante. Et avec son pic du 3e tour, Vegas est reparti sur une garde, puisqu'elles ont sélectionné Harmony Turner, la joueuse de Harvard, qui faisait partie des meilleures scoreuses de la NCAA cette année, avec plus de 22 points par match. Elle a d'ailleurs emmené son équipe d'Harvard à la March Madness et c'est une joueuse qui aura sa chance au training camp pour essayer d'intégrer la rotation. 2 joueuses donc pour Vegas qui peuvent répondre à des besoins et qui pourront, pourquoi pas, si le training camp se passe bien, intégrer l'effectif. Comme Los Angeles, Vegas a 46 000 intérieurs dans son équipe, mais contrairement à l'équipe de Californie, elles ont drafté intelligemment avec 2 joueuses qui peuvent répondre à des besoins. C'est pour ça que je leur ai donné la note de B-. On file du côté d'Indiana, une équipe qui a beaucoup bougé à l'intersaison et qui avait 3 choix de draft cette année. Le front office a décidé de bouger pour essayer de donner une chance dès maintenant à Caitlin Clark de remporter un titre, avec les arrivées notamment de Natasha Howard et d'Ewana Bonner. La draft devait donc pour Indiana permettre de compléter, pourquoi pas, cet effectif
avec des joueuses de rotation. Avec le 19e choix, elles ont donc sélectionné Makayla Timpson de Florida State, une joueuse très athlétique tout en vitesse et en hauteur, qui pourrait être la cible parfaite pour des passes en contre-attaque de Caitlin Clark. Avec le 20e choix, Indiana a sélectionné Bri Hall de South Carolina, une arrière à vocation défensive qui a tout de même la capacité d'écarter le jeu et de mettre ses tirs à 3 points. Attention tout de même pour Bri Hall puisque l'effectif d'Indiana regorge d'arrières expérimentés et il ne sera pas simple pour elle d'essayer de gratter une place dans la rotation. Le dernier pick semble beaucoup plus anecdotique et on a du mal à voir Yvonne et Jim sélectionnés en 33e choix rejoindre l'effectif. Une draft plutôt intelligente pour Indiana avec des joueuses complémentaires de Caitlin Clark, mais avec Dewana Bonner et Natasha Howard dans l'effectif, j'aurais aimé qu'elles essayent de sélectionner une poste 3 un peu shooteuse pour écarter le jeu et apporter du spacing. Malgré tout, les choix font sens et c'est pour ça que je leur ai donné la note de B-. On file du côté d'Atlanta qui n'avait pas de pick avant le 18e choix et qui a fait pour moi l'un des styles de cette draft. En effet, avant le début de la draft, difficile d'imaginer que Te-Hina Paopao serait disponible pour le 18e choix d'Atlanta. Et le Dream ne s'est pas fait prier puisqu'ils ont sélectionné la meneuse de South Carolina, qui n'était malheureusement pas présente dans la salle à cause d'impératifs familiaux, mais qui aura une vraie chance d'avoir des minutes dès sa première saison dans la rotation d'Atlanta. L'effectif est très léger sur le poste de meneuse de jeu et derrière Jordan Canada, on peut très vite s'imaginer Te-Hina gratter des minutes. Excellente shooteuse à 3 points, même si elle a eu une année un peu moins bonne cette saison avec South Carolina, elle sera selon moi parfaite dans l'effectif et un parfait complément à des joueuses comme Alicia Gray et Ryan Howard, mais aussi une excellente joueuse aux côtés de Brittney Griner et Breonna Jones, dont on connaît les qualités d'entry pass de Paopao. Avec le 36e choix, Atlanta a sélectionné Tyler Thierry, la joueuse d'Ohio State, et même si on a du mal à la voir faire le roster dès cette année, c'est une excellente joueuse défensive qu'on pourrait pourquoi pas revoir en W dans les années futures. Au vu du pic très bas d'Atlanta et du fit parfait pour l'effectif, j'ai décidé de leur attribuer la note de B pour cette draft, et il faudra vraiment faire attention à Paopao, qui ne deviendra pas une joueuse majeure en WNBA, mais qui a dans la tête les 17 équipes qui ne l'ont pas sélectionnée et qui pourraient être très revanchardes au moment de les affronter. On continue avec Chicago qui a échangé quelques semaines avant la draft son pick 3 pour faire venir Ariel Atkins, mais qui a quelques heures avant le début de la draft récupéré le pick 11 de Minnesota. Deux choix du premier tour donc, puisqu'elles possédaient déjà le choix numéro 10, et avec celui-ci, elles ont sélectionné Asha Sivka, la joueuse de Tarbes, un très gros potentiel qui nous vient tout droit de Slovénie, et qui est, comme pour la plupart des joueuses étrangères, une joueuse extrêmement jeune, puisqu'elle n'aura 20 ans qu'en novembre. Poste 4 qui peut pourquoi pas jouer 3, assez longiligne, Sivka a une vraie qualité de shoot, mais elle aura besoin de s'étoffer un petit peu physiquement pour résister au contact de la W. Cependant, avec le temps, elle pourrait devenir un parfait complément à des joueuses comme Angel Reese ou Camila Cardoso. Avec le 11e choix, Chicago est parti sur Hailey Van Lith, la joueuse de TCU, que j'attendais pour ma part un petit peu plus haut. J'aurais bien aimé par exemple que Washington en 6 la sélectionne et qu'il retrouve Angel Reese après une année passée à LSU qui ne s'est pas finie de la meilleure des manières. Van Lith aura une vraie chance de faire l'effectif et pourrait être la 3e ou 4e garde dans la rotation de Chicago puisque selon moi en 2025 elle a bien plus sa place sur un terrain de basket que Kia Nurse. Elle pourra également apprendre auprès de Courtney Vandersloot, une autre meneuse de petite taille et ça pourrait fortement l'aider dans sa progression. Avec les pics du 2e et du 3e tour, Chicago a sélectionné Maddie Westbell de Notre-Dame et Aisha Coulibaly de Texas A&M. Et si on a du mal à voir Aisha Coulibaly faire le cut, on peut se poser la question pour Maddie Westbell. Cependant, sur ce poste-là, il y a déjà du monde et Angel Reese et Camila Cardoso vont prendre énormément de minutes. Une draft qui a du sens pour Chicago donc, avec un jeune talent européen en 10 et une joueuse dont on connaît déjà toutes les qualités et les défauts et qui peut selon moi apporter très vite en WNBA avec Hailey Van Lith. Et c'est donc pour ça que j'ai attribué à Chicago la note de B. Et on arrive maintenant dans le top 3 des équipes qui, selon moi, ont réussi leur draft, à commencer par le Connecticut Sun, qui avait deux très bons pics au premier tour, avec le 7e et le 8e choix. Une aubaine pour une équipe en reconstruction, surtout vu les choix des franchises qui sont passées avant. Et Rachid Méziane va pouvoir s'éclater avec ses nouvelles joueuses qui répondent plutôt bien à sa philosophie. Le Sun a donc drafté en 7e choix Anissa Moreau, l'intérieur de LSU, une intérieure de petite taille capable d'apporter au rebond et qui pourrait, pourquoi pas, être associée à Tina Charles dans la raquette. On connaît cependant les limites d'Anissa Moreau à l'instant T. C'est une joueuse qui a beaucoup de mal à s'écarter, qui n'a pas de tir fiable. Et même si son moteur et son énergie sur le terrain sont excellents, on peut encore se demander si ça va réellement se transposer en WNBA et si elle arrivera à reproduire les performances au scoring qu'elle pouvait avoir à l'université.
Avec le 8e pick, le Sun a décidé de choisir Sanaya Rivers, la garde de NC State, qui pourrait être le parfait complément d'une joueuse comme Marina Mabrey. C'est une joueuse assez grande pour son poste, qui excelle dans la transition avec une excellente qualité de passe, mais qui a des grosses lacunes au niveau de son tir extérieur. Défensivement, c'est une joueuse qui fait les efforts et qui arrive à se servir de ses longs segments pour gêner ses adversaires directs. Dans une équipe en totale reconstruction, c'est une joueuse parfaite qui aura le temps pour progresser et on salive déjà d'associations défensives entre elle et Leila Lacan. Et avec le 25e choix, Connecticut a choisi Raya Marshall, l'intérieur du USC, une joueuse très longiligne, très forte défensivement, avec des bonnes qualités de finition près du cercle, qui pourrait de la même manière qu'Anissa Moreau être associée par séquence à Tina Charles, pour asseoir un petit peu la présence défensive. 3 joueuses très athlétiques donc, avec un penchant pour la défense, qu'on a hâte de voir sous la direction de Rachid Méziane. Des choix intelligents donc pour cet effectif qui aura le temps de développer ses joueuses, et c'est donc pour ça que je leur ai attribué la note de B+. L'avant-dernière franchise de cette vidéo, ce sont les Dallas Wings. Et oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, je ne les ai pas mis en numéro 1, puisque derrière l'évidence Paige Bueckers, je trouve les choix un petit peu discutables. Malgré tout, juste avec la sélection de Paige Bueckers, j'étais obligé de leur mettre d'office un A, et c'est donc pour ça qu'elle se retrouve si haut classée. Je ne vais pas reparler de Paige pendant des heures, mais vous le savez, c'est une joueuse qui aura un impact direct en WNBA et qui va former un backcourt de folie avec Arike Okombowale. Avec le 12e choix, Dallas a choisi une autre garde en la personne d'Azaya James, et c'est là que je me pose un petit peu des questions. Vous l'avez peut-être vu dans ma mock draft sur Twitter, mais j'avais Azaya James un petit peu plus haut. Cependant, je ne trouve pas le fit incroyable avec Dallas. Paige et Arike vont avoir des rôles majeurs dans l'effectif et vont jouer plus de 30 minutes par match, et j'ai du mal à voir le développement d'Azaya James dans cet effectif derrière ces deux monstres. Alors oui, c'est une joueuse avec de vraies qualités, capable de mettre de vrais tirs et de créer pour elle-même, et ça reste un bon choix puisqu'elle pourra apporter sur les séquences où elle sera sur le terrain. Mais au vu de la construction de l'effectif de Dallas, j'aurais aimé qu'elles aillent chercher une poste 2-3 plus qu'une combo garde capable de remplir le même rôle. Car derrière Dijon et Carrington, l'effectif est un peu sec à ce poste-là. Et c'est là que les choses se corsent vraiment pour Dallas selon moi. C'est le choix en 14e position de Madison Scott, la joueuse d'Ole Miss. C'est une joueuse qui est assez peu efficace au tir, qui ne peut pas s'écarter à 3 points, pas franchement impressionnante au rebond non plus, mais qui va donner de son énergie pour une équipe. J'ai franchement du mal à la voir faire le cut. Même chose pour les pics 27 et 31 avec JJ Quinnerly et Aaronette Vonley qui sont des pics plutôt anecdotiques. Une très bonne draft donc vu que Dallas repart avec Paige Bueckers, mais on peut quand même se poser des questions sur les choix qui ont suivi. C'est donc pour ça que selon moi, ce n'est pas la meilleure équipe de la draft cette année et je leur ai donc donné la note de A-. La meilleure équipe donc selon moi sur cette draft 2025, c'est bien le Seattle Storm, mais ce n'est pas forcément pour la raison à laquelle vous pensez. Car oui, vous l'avez tous vu, Dominique Malonga a été drafté en 2e position par le Storm, une performance historique pour une joueuse française. C'est tout simplement la joueuse française la plus haute draftée par une franchise en WNBA. Mais ce n'est pas le choix dont je suis le plus fan pour Seattle ce soir-là. Et on va voir ça tout de suite, puisqu'en 26e pick, Seattle a sélectionné Serena Sundell. Et le voilà, pour moi, le vrai style de cette draft. Pour vous donner une petite idée au cas où vous ne l'auriez pas vu, moi j'avais Serena Sundell au premier tour dans ma mock draft, et elle était annoncée par de nombreux observateurs comme une joueuse capable de partir dans les 12 premiers choix. Pour des raisons inconnues, elle a chuté au fur et à mesure de la soirée, et elle s'est retrouvée disponible en 26e choix par Seattle, qui ne s'est pas fait prier pour la prendre. L'ancienne joueuse de Kansas State est une garde de très grande taille, capable de jouer sur plusieurs postes, excellente passeuse, présente au rebond. Elle est aussi capable de jouer du post-up, de mettre des tirs à 3 points, et elle pourrait avoir un vrai rôle dans une équipe de Seattle qui va être très ambitieuse cette année. Associée à Skylar Diggins-Smith et Gabby Williams sur les postes extérieurs sur certaines séquences, elle pourrait avoir un vrai impact pour cette équipe de Seattle qui a galéré parfois à donner le ballon à l'intérieur la saison dernière. Si on pouvait se poser la question de sa présence dans le roster final au moment de la draft, l'annonce du forfait de Nika Mule pour l'entièreté de l'été renforce énormément ses chances. Avec les pics 29 et 34, Seattle a sélectionné Madison Connor de TCU et Jordan Hobbs de Michigan, deux joueuses que j'ai franchement du mal à voir faire le roster, même si Madison Connor pourrait avoir sa chance avec sa capacité à mettre dedans de loin. Une draft excellente pour Seattle, même si selon moi le choix de Dominique Malonga n'est pas le plus judicieux. En effet, Seattle va vouloir être performant dès cette saison et n'aura pas forcément le temps d'attendre la progression de Dominique qui sera barré par Easy McBegor sur le poste, qui complète le secteur intérieur avec Neka Ogumike, deux joueuses référencées de très grand talent qu'il sera difficile d'aller déloger.
Selon moi, le meilleur choix pour Seattle aurait été de prendre Sonia Citron, le type de joueuse plug and play qui aurait pu apporter dès maintenant à cet effectif. Autre grosse interrogation pour Dominique Malonga, c'est que c'est Noel Quinn au coaching et on connaît sa réticence à faire jouer les rookies. Si le staff a l'air très emballé par la sélection de Dominique, j'attends quand même de voir les minutes et les responsabilités qu'elle va avoir. Attention également, puisque j'entends beaucoup que Dominique est sûrement la meilleure joueuse de cette draft, elle est encore extrêmement jeune et a beaucoup à faire pour progresser. Si le potentiel de la française est indéniable, il faudra quand même énormément travailler, que ce soit physiquement ou tactiquement, pour pouvoir espérer avoir un vrai rôle en WNBA. Malgré tout, et grâce au choix de Dominique et de Serena Sundell, c'est pour moi Seattle qui sort grand gagnant de cette draft WNBA et je leur ai attribué la note 2A. Et si vous avez suivi la vidéo, vous avez dû remarquer que je n'ai parlé que de 12 franchises, puisqu'une franchise n'était pas concernée par la draft. Je parle évidemment du Phoenix Mercury, qui a été très actif à l'intersaison, mais on va quand même faire un petit bilan de la draft, je vous laisse regarder. Ouais Diana, je suis assez d'accord avec toi, tu as eu raison de prendre ta retraite. Car oui, Phoenix a beaucoup bougé à l'intersaison, faisant venir des joueuses de très haut calibre durant la free agency. Malheureusement, le reste de l'effectif semble bien vide. Pour vous donner une idée, il n'y a actuellement aucune meneuse dans l'effectif à quelques jours du début du training camp. Si on peut se douter que c'est Alyssa Thomas qui aura principalement les clés de la création offensive, il manque quand même quelques joueuses sur les postes extérieurs. Et au vu de la draft cette année très chargée en meneuse et en arrière, on aurait pu espérer Phoenix faire un petit move pour récupérer un choix du 2e ou du 3e tour. Malheureusement pour elle, ça n'a pas été le cas, et la seule actualité de la franchise de l'Arizona sur ces dernières semaines, c'est la retraite officielle de Diana Taurasi. Et voilà, on a fait le tour pour ce débrief de la draft. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi et si une franchise vous a surpris dans le bon comme dans le mauvais sens. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner. Et on se retrouve dimanche prochain à 19h pour un gros dossier sur l'équipe de France en vue de l'Eurobasket. Allez, peace out!